Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Magellan Midstream Partners représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Sa valorisation pourrait être aux alentours de $70 minimum et le dividende actuel qui est de 8,44% est safe. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ici, on va travailler sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moins, la dette nette et la qualité du dividende. Donc, la première chose qu'on recherche ici, premièrement, c'est le revenu. Ici, vu que c'est un midstream, donc un midstream ici, c'est essentiellement c'est une entreprise qui a des pipelines et en même temps a des centres d'entreposage. Donc, vous pouvez voir ici que c'est l'un des secteurs où il est très facile de bâtir un avantage concurrentiel parce que les pipelines ne se font pas concurrence. Dès qu'il y en a un dans une région, ça s'arrête là. Et généralement, c'est des contrats à long terme. Donc ici, quand on regarde la croissance du revenu ici, le revenu est croissant depuis plusieurs années ici. Donc, on constate que sur les 10 dernières années ici, selon Morningstar, combien est-ce qu'on a en termes de croissance de revenus. Donc, je pense que c'est une entreprise ici qui est en plein... la croissance ici est généralement due par des nouvelles constructions. Donc, il y a peut-être de nouveaux pipelines qui sont construits. Il y a peut-être des pipelines qui sont, comment on dit ça, les pipelines qui existaient déjà, on leur permet de pouvoir rejoindre d'autres régions. C'est un peu comme des bretelles en fait. Donc on joint deux pipelines qui existent déjà donc pour pouvoir augmenter les volumes ou bien pour pouvoir faire passer du gaz ou bien du pétrole d'une région à une autre. Dans tous les cas de figure, c'est uniquement par rapport à la construction d'un nouveau réseau de pipelines qu'on arrive à avoir des revenus de plus en plus élevés. Plus l'augmentation des charges liées au coût du transport, d'accord? Parce que ce coût de transport-là augmente année après année, dépendamment du prix indépendamment du prix du baril, d'accord? Donc, on peut voir ici que, par exemple, depuis 2018, entre 2014 et 2018, ce coût-là, en 2014, était de 1,39 $ par baril. Et en 2018, il était de 1,55 $ par baril. Vous pouvez regarder entre 2014 et 2018, vous allez voir que le prix du pétrole était en berne. Donc, à la fin de la journée, les coûts du contrat ici sont indépendants du prix du pétrole. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, elle est moins sujette à des variations. Donc, c'est... Ici, quand on regarde ici au niveau de la croissance sur les 10 dernières années ici, donc on va regarder ça, voilà. Sur les 10 dernières années, elle a une croissance de 4%, 5 dernières années 4%, et par rapport aux 3 dernières années, moins 1%. Donc attention, le Covid étant passé par là en 2019 et 2020, il y a eu un ralentissement. D'accord, mais on a recommencé la croissance ici. Donc ici, je vais d'abord prendre sans croissance. Donc je vais mettre sans croissance, c'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance, mais c'est parce que je veux me protéger. Je vais vous montrer à quel point elle est sous-évaluée. D'accord, la croissance, ça sera que du bonus. Ici, au niveau des revenus, ici, les analystes attendent à peu près 3 milliards de revenus d'ici la fin de l'année. Donc, quand on regarde ici, 3 milliards de revenus d'ici 2023. En 2024, on est aux alentours de 2 milliards 860. Donc, on va se dire ici, on va faire les choses simples. Vu que je ne prends pas en considération la croissance, on va mettre à 3 milliards de revenus ici, 3 billions. De toutes les façons, ce n'est pas comme si je vais utiliser le revenu ni la croissance. OK? Donc, au niveau des free cash flow, c'est une entreprise qui a des free cash flow de 1 milliard. Comment est-ce que je sais qu'elle a des free cash flow de 1 milliard? Je vous ai montré sur la vidéo concernant Enterprise Product Partner, comment est-ce que vous pouvez voir le véritable free cash flow de ces entreprises-ci. Parce qu'elles ont une grosse dépense en capital, mais en fait, dans la dépense en capital, il y a la dépense en capital de croissance et la dépense en capital de maintenance. OK? C'est pour ça que si vous voulez analyser cette entreprise, si vous la regardez du point de vue du bénéfice net, pour essayer d'estimer le payout ratio, vous allez vous tromper énormément parce qu'en réalité, il faut regarder les free cash flow. Il faut regarder les free cash flow distribuables. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est 1 milliard. 2021-2020, vous voyez que c'est à peu près croissant. Donc, les frais de maintenance sont de à peu près 100 millions par là, alors que les dépenses en capital sont de 300 millions en 2020. Donc, si on rejoint les deux, ça fait à peu près 400 millions en termes de dépenses de capital expenditure, alors qu'elle ne les dépense pas réellement. Également, elle vend souvent certains de ses actifs ici. Donc, à la fin de la journée, c'est une combinaison des trois. Donc, ici, on peut se dire de manière certaine que c'est 1 milliard minimum. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 1 milliard. Et ce chiffre-là, il est en évolution. Quand vous regardez ici en 2018, donc vous allez voir qu'on quitte d'à peu près 800 millions ici, 880 millions ici, à peu près vers 2018, on a 1 milliard 100. Donc, 2019 et 2020 ont été des années en berne. Donc, la croissance a recommencé ici. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, on est en 2021, on est à 1 milliard 118 millions. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà connu à peu près par le passé. C'est à peu près similaire à ce qu'on a eu en 2018. Donc, à la fin de la journée, ce niveau-là, ce cash flow distribuable-là est en croissance. OK? Donc, ça, c'est fait. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle je prends 1 milliard. Au niveau du
PER moyen, ce n'est pas une entreprise qui doit s'échanger en moins de 20 fois les PER. Peut-être 20, 22 fois les PER même à la fin de la journée, mais je prendrai 20 fois les PER. D'accord? Vous pouvez également regarder sur mon Instar ici, la moyenne des PER La moyenne des PER ici, on va regarder ça. Sur les 5 dernières années, c'est 13 fois les bénéfices. D'accord? Ça, c'est 13 fois les bénéfices. Donc, sur les 5 dernières années, cette entreprise est sous-évaluée. Je vous dis littéralement, elle est sous-évaluée. Ce n'est pas une entreprise qui est payée moins cher parce qu'il y a un problème, non. Allez-y, regardez ce qu'elle fait, regardez la taille des contrats, regardez les régions dans lesquelles ces pipelines sont établis. Ce n'est pas des régions où le pétrole ou bien le gaz va disparaître du jour au lendemain. Ils en ont au moins pour une trentaine d'années encore. Donc, allez-y, regardez ça ici. Donc, il ne suffit juste pas de se fier à des chiffres ici. Il faut également aller creuser derrière ces chiffres-là. Donc, quand moi, je vous dis ici que c'est 20 fois les bénéfices, parce que à la fin de la journée, c'est un secteur que je connais assez bien. Donc, c'est la raison pour laquelle je sais qu'à 20 fois les bénéfices, ici, le PER est correct. À moins de 20 fois les bénéfices, on a une opportunité d'investissement. Mais il faut prendre en considération la dette. Et on va y revenir tantôt. Donc, ici, on prend 20 fois les bénéfices. OK? La dette nette. Donc, la dette nette, ici, c'est simple. Hein, je vais aller sur Yahoo Finance. Qu'est-ce que Yahoo Finance me mentionne en termes de dette nette ici? Donc, on va regarder ici, balance sheet. Donc, je veux dette nette au niveau du quarterly. Qu'est-ce qu'on annonce ici pour la dette nette? À peu près 5 milliards 312, OK. Combien est-ce que ce logiciel-ci annonce? 4 milliards 500, d'accord. Donc, 4 milliards 500, je vais voir qu'est-ce qu'il a calculé ici pour le 4 milliards 500. OK, lui, il prend en considération des investissements dans d'autres entreprises. OK, parfait. Donc, on peut se dire qu'on est à peu près à ce niveau-là. De toutes les façons, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc, ça peut être correct, ce montant-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais prendre à peu près 4 milliards 500, OK. 4 milliards 500, c'est pour la dette nette ici. 4,5. 4,5, OK. Et voilà, on a tous nos éléments nécessaires pour faire l'analyse de la valorisation de cette compagnie-ci. Donc, la qualité du dividende, on va y revenir après. OK, maintenant, ici, vu que j'ai déjà pris les free cash flow ici, donc vous pouvez voir ici, elle a généralement des free cash flow aux alentours. Elle a généralement des marges de free cash flow aux alentours de 35%. Donc, généralement, ici, quand je mets 1 milliard ici pour 3 milliards de revenus ici, c'est à peu près à 33% de free cash flow. Donc, à la fin de la journée, ça ne change rien du tout. Au contraire, je sous-évalue même encore. Donc, ici, je vais prendre ici comme PER, voilà, on va se dire, on va prendre 15, 17, 20. 15, 17 et 20, avec 1 milliard ici, et on va faire nos calculs. 15 fois les bénéfices fois 1 milliard, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, $49 à l'action. 17 fois les bénéfices, $59 à l'action. 20 fois les bénéfices, $73 à l'action. Moi, je penche pour 20 fois les bénéfices. D'accord? C'est une compagnie elle a littéralement un pricing power, et elle a également un avantage concurrentiel. D'accord? L'avantage concurrentiel ici sont généralement, je pense, pour les pipelines, c'est le coût de commutation, donc généralement switching cost. Donc, la personne qui fait passer son pétrole dans un pipeline n'a pas intérêt à changer à la fin de la journée. Parce que c'est pas comme s'il va trouver une alternative. Donc, généralement, elle a un mode naturel. D'accord? Donc, son mode est naturel. Donc, ça, à la fin de la journée, ça dépend. Je ne dirais pas que c'est intangible, mais en fait, ça dépend des régulations, ça dépend des infrastructures en place. Donc, à la fin de la journée, c'est quelque chose qui n'est pas en concurrence avec un autre système de pipeline. Donc, généralement, les régions dans lesquelles elle opère, elle est en concurrence avec, par exemple, les compagnies de transport ferroviaire ou bien également les compagnies de transport routier. Et à la fin de la journée, transporter votre pétrole par les rails ou bien par la route, ça vous coûte plus cher que de le faire par pipeline. Vous pouvez aller regarder les informations. Le pipeline est le plus efficient en termes de coût. Donc, ici, c'est $73 à l'action, c'est la valorisation que j'octroie à cette compagnie en date d'aujourd'hui avec les éléments que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, quand je vous dis ici que le free cash flow continue à augmenter, j'ai pris 1 milliard uniquement pour les free cash flow, alors qu'on a des free cash flow actuellement de 1 milliard 100 millions. Les revenus continuent à augmenter à la fin de la journée. Donc ici, si on a une croissance des revenus, ce qu'on aura, généralement, on a une croissance des free cash flow. OK? Donc, ce qui nous permet de dire ici qu'au prix actuel, on a une opportunité d'investissement au moins pour la performance. Donc, la différence entre $50 et $73 est énorme. On est à peu près aux alentours de 50% par là. OK? Donc, maintenant, en termes de dividendes, c'est là où on va un tout petit peu s'arrêter. Alors, le dividende ici payé par l'entreprise en date d'aujourd'hui représente à peu près aux alentours de, ça représente à peu près, pour 2021, ça représente à peu près près de 900 millions par là. Elle a des free cash flow en moyenne de 1 milliard. OK? Donc, elle peut payer son dividende, il lui reste à peu près 100 millions. Généralement, également, elle vend certains de ses actifs ici, donc ça peut lui permettre d'avoir un tout petit peu plus d'argent pour payer la dette. Et on va parler de la dette. Donc, ce n'est pas une entreprise ici qui a l'intention de repayer la dette ici. Je ne dirais pas que le payout ratio est trop élevé pour ce que l'entreprise produit. Je dirais que non.
Parce qu'elle a des actifs cachés. Si vous regardez bien, la valeur de ces actifs est bien plus élevée que ce qui est inscrit dans les livres. Les pipelines, une fois que si vous avez conçu un pipeline à 100 millions, c'est pas comme si vous allez le revendre à 100 millions, vous allez le revendre bien plus cher que ça parce que personne d'autre ne peut construire un autre pipeline dans cette région-là. Non seulement ça, également, ce pipeline-là produit quelque chose, donc il vaut quelque chose en supplément par rapport à ses coûts de construction. Donc, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'elle vend souvent certains de ses actifs ou bien de ses centres d'entreposage ici. Donc, je ne dirais pas qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer sa dette ou bien elle n'a pas assez d'argent pour payer la dividende. Elle a largement de l'argent pour payer son dividende. D'accord? À un moment donné, elle peut juste choisir de ne plus augmenter le dividende en date d'aujourd'hui et tous les bénéfices issus de l'augmentation des revenus ici seront reversés uniquement au repaiement de la dette. Donc, je ne peux pas dire ici qu'on a une énorme dette qu'on ne peut pas la repayer. Donc, le dividende, il est safe. Même si le payout ratio est élevé, le dividende est safe. C'est une entreprise qui s'autofinance. Je vous ai toujours dit que les MLP, Master Limited Partnership, c'était un peu comme, je les considère un peu comme des entreprises malhonnêtes à la fin de la journée. Parce que beaucoup d'entre elles s'étaient introduites en bourse pour vous dire qu'OK, on peut vous reverser un dividende, on peut vous reverser un dividende ici parce que comment on appelle ça, on se comporte un peu comme les Real Estate Investment Trust. Donc, on doit reverser 90% de nos bénéfices en termes de dividendes. Et ce dividende-là est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a des actifs qui sont performants. Donc, ici, c'était l'histoire qui racontait. Vous allez voir qu'il y a eu un boom des MLP. D'accord, je ne vais pas revenir sur l'histoire ici. Donc, j'ai parlé de ça sur la vidéo sur EPD ici, ou bien vous pouvez également aller rechercher sur Internet. Vous allez voir que ce sont des entreprises qui se sont introduites en bourse pour s'autofinancer, pour se financer. Donc, elles ont émis énormément d'actions. Elles ont émis énormément d'actions. C'est qu'elles cherchaient réellement à le faire à des coûts moins élevés. Ça coûte moins cher que la dette. Mais à un certain niveau, certaines n'ont fait que ça, augmenter le nombre d'actions chaque fois, tout en reversant un dividende qui était de plus en plus risible. Et MLP, elle a choisi le contraire. Donc, elle s'est financée en émettant de nouvelles actions. Mais à partir de 2011, tout s'est arrêté. Elle a plutôt commencé à racheter ses actions. Vous pouvez voir ici que le nombre d'actions a commencé à diminuer, de 226 à 217 ici. Au niveau de la dette ici, elle s'est financée essentiellement en émettant de la dette. Mais c'est une dette qu'elle peut repayer. Parce que si on prend juste les free cash flow, on arrête de payer le dividende. Si en 5 ans, on paye la dette. D'accord? Et ça, je ne parle même pas de l'EBITDA ici, parce que si je vais regarder l'EBITDA nous couvre littéralement la dette ici aujourd'hui. Donc, je dirais que le dividende ici, il est safe. D'accord? Le forward, la valorisation ici pourrait être aux alentours de $70 l'action, parce que c'est une entreprise qui vous donne un yield de 8,55% en période d'inflation, en période de récession. Je ne dis pas qu'on est déjà au niveau de la récession, mais à la fin de la journée, si récession il y a, augmentation des taux d'intérêt certains, donc cette entreprise, inflation également certaine, cette entreprise-ci pourrait être une bonne chose, un bon ajout dans votre portefeuille. À 8,55% de dividende, voilà, c'est presque le rendement annuel du MSCI World ici. Donc à la fin de la journée, c'est safe. Et c'est en augmentation. Quand je parle, je ne veux même pas du dividende en augmentation, mais les free cash flow sont en augmentation. Parce que vous savez que moi, je réfléchis en termes de free cash flow, pas juste en termes de dividende augmenté, etc. Même si on n'augmente plus le dividende à partir de ce prix-ci, le prix est déjà énorme. Parce que peu d'entre vous ont des yield on cost aussi élevés que ça. Donc, à la fin de la journée, $1,000 investis ici pour à peu près $80 de dividendes uniquement. Je pense que ça paye les factures de téléphone. Et à la fin de la journée, quand vous êtes en période d'accumulation, ne prenez pas le dividende pour pouvoir payer vos factures. Réinvestissez tous les dividendes, sans exception. On réinvestit le dividende et on rachète uniquement de nouvelles actions quand l'entreprise est sous-évaluée. D'accord? Donc ici, on va se dire qu'on a une opportunité d'investissement. La valorisation est aux alentours de $70 par là, ici, par rapport à ce que je vous ai montré ici. Et à la fin de la journée, le dividende, il est safe. La dette également est gérable. Et c'est une entreprise qui est encore en croissance. Donc, n'hésitez pas à aller creuser le dossier ici. Ceci n'est que mon point de vue. Et voilà, vous pouvez avoir un avis tout à fait contraire et je respecte ça ici. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel portefeuille. D'ici là, portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.